Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Payerne, près du lac de Neuchâtel, en Suisse, c'est l'une des plus importantes bases aériennes de la Confédération helvétique. C'est aussi le siège de la fondation Clin d'El qui fait voler ses membres sur des chasseurs de collection, jalousement entretenus par ses amateurs passionnés. Aux commandes de ce Hawker Hunter, un professeur de l'école polytechnique de Lausanne et pour le petit monde des astronautes, une légende vivante. J'ai fait 4 voyages dans l'espace dans les années 90, dont 2 pour le télescope spatial Hubble. Pour des raisons évidentes, faire des réparations sur Hubble m'a permis de mieux apprécier l'astronomie. Bien sûr, il y a tout ce paysage spatial lorsqu'on est en orbite basse de la Terre. Et la plupart du temps, il y a Vénus, sauf qu'on est très près du Soleil, sinon on peut la voir. La difficile réparation du télescope spatial ne laissait pas beaucoup de temps aux astronautes pour admirer celle que l'on appelle l'étoile du berger et qui se révèle plus belle au matin. L'apparition de Vénus devant nos yeux à la tombée de la nuit ou au lever du jour est tellement magnifique, avec toutes ces couleurs au crépuscule, quand cela devient de plus en plus sombre et il y a toutes ces couleurs orangées. Et cet objet très lumineux dans le ciel après le soleil et la lune, c'est vraiment très beau. Vénus est avec Mars la planète la plus proche de la Terre à une distance d'à peine 43 millions de kilomètres. Dans de nombreuses cultures, elle symbolise la beauté et l'amour. Elle a toujours passionné les astronomes et lorsque son orbite l'a fait passer devant le Soleil, c'est un grand moment qui a fait la joie des astronomes d'hier. Ceux d'aujourd'hui regardent ce transit comme un événement majeur. D'ailleurs, ce prochain transit aura lieu en juin de cette année et des groupes d'observation se préparent déjà. Ici, à l'ESAC, le Centre européen d'astronomie spatiale de Vilafranca del Castillo, près de Madrid, on répète les manœuvres qui permettront à tous de suivre l'événement grâce à Internet. Nous avons 2 télescopes. L'un est un télescope optique classique, l'autre est un télescope solaire spécialement conçu pour les observations solaires, et donc on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Il observe une bande très fine dans les oranges qui permet de voir ce qui se passe vraiment sur le Soleil. Nous avons prévu 2 expéditions, l'une à Svalbard, dans le nord de la Norvège, et l'autre en Australie. Et nous allons transmettre les images. Nous aurons un site web dédié pour l'occasion pour que tout le monde puisse suivre le transit de Vénus. Le transit de Vénus devant le Soleil n'est pas commun. Le dernier date de 2004, mais il faut remonter à 1882 pour le précédent. Il avait tellement marqué les esprits qu'un compositeur américain célébra la scène à sa façon. Après le transit de juin, l'événement ne se reproduira pas avant le 11 décembre 2117. Mais revenons en Espagne, à l'ESAC, qui centralise toutes les données des missions scientifiques de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Les spécialistes de la planète Vénus se sont récemment réunis pour faire un état des lieux de cette planète, soi-disant jumelle. Dans les années 50 et même auparavant, on croyait que Vénus était très similaire à la Terre. Il y avait une atmosphère dense, on le savait, mais il y avait beaucoup de vapeur d'eau et la couche nuageuse était identique à la couche nuageuse de la Terre. La situation était similaire à celle d'une jungle. À cette époque, certains ont dessiné des paysages de jungle. Ils ont même imaginé des créatures vivantes à la surface, des créatures très proches de celles sur Terre. Mais les radioastronomes ont détecté que la fréquence des radiations de la planète indiquait que la température était bien plus élevée que sur la Terre. Beaucoup de personnes n'ont pas voulu y croire. Ils n'ont pas eu confiance dans les relevés.
Mais quand Mariner est passé près de Vénus, les instruments de haute précision ont confirmé que les mesures initiales étaient correctes et que la température était donc très élevée. Après les missions russes et américaines, l'ESA décida en 2005 d'explorer à son tour cette planète avec la mission Vénus Express. Une fusée Soyouz mit les 1250 kg de la sonde sur une orbite. Ce fut le début de son long voyage vers Vénus, à 43 millions de kilomètres de la Terre, un voyage long de 153 jours. Au début, nous avons fait faire à la sonde quelques orbites très elliptiques qui nous a éloignés de la planète, ce qui nous a permis de faire de longs cycles d'observation à distance et cela fut très utile pour voir et suivre le mouvement des conditions météorologiques. Puis après quelques semaines, la sonde est parvenue sur son orbite finale. Depuis, nous avons fait toute une série de mesures avec les 7 instruments à bord, couvrant le spectre de l'ultraviolet jusqu'au spectre visible et aussi un peu dans l'infrarouge. Les observations infrarouges sont particulièrement intéressantes parce que nous pouvons sonder à travers l'atmosphère très dense, à travers la couche nuageuse et sur la longueur d'onde d'1 micron, nous pouvons voir jusqu'à la surface en fait. Une grande antenne parabolique de 35 mètres de diamètre tranche sur le paysage abrupt des montagnes qui entourent Madrid, la capitale espagnole. À 50 km de là, les ordinateurs de l'ESAC tournent à plein régime. La sonde Vénus Express envoie les données et elles sont récoltées par l'antenne à Cerebros. Ce sont les données brutes. Ces données brutes sont ensuite transférées au centre d'opération de l'ESA à Darmstadt. Nous recevons ici les données scientifiques des équipes en charge des instruments de mesure. Ils ont été validés et vérifiés pour être certains qu'ils sont de la meilleure qualité possible. Et ensuite, les données ont été archivées dans ce gros serveur informatique. Une fois leur traitement effectué, les données numériques se transforment en matériel lisible et compréhensible pour les scientifiques, mais aussi pour le public en général. On peut avoir un spectre de la densité de l'atmosphère de Vénus. On a aussi des informations sur les vents autour des pôles de Vénus. Et toutes ces données peuvent être accessibles en ligne sur le site des archives de Vénus Express. Après 6 années d'observation intensive, que connaît-on vraiment de notre planète jumelle? On sait déjà qu'avec une température de 400 degrés en surface, elle est pour le moins très inhospitalière, mais encore. Il faut environ 220 jours pour que Vénus fasse sa révolution autour du Soleil. Par rapport à la Terre, elle est plus près du Soleil. Sa rotation est rétrograde, elle est contraire à celle de la Terre et il lui faut environ 240 jours terrestres pour faire une rotation. On ne comprend pas du tout ce phénomène, c'est complètement différent de toutes les autres planètes du système solaire. Cela pourrait être dû à une collision dans la jeunesse de Vénus, cela pourrait être dû aux effets de l'atmosphère très dense et de son interaction avec le Soleil, mais on ne sait tout simplement pas. Les rayons ultraviolets qui pénètrent l'épaisse atmosphère de soufre et de gaz carbonique de Vénus ont chassé les molécules d'eau, rendant la planète aride et la livrant à d'étranges régimes des vents. Sur la surface de Vénus, la vitesse du vent est assez faible. C'est un petit vent, mais plus haut dans les nuages, à une centaine de kilomètres de la surface, la vitesse du vent est très élevée. Le vent va à plus de 300 km/h et il fait le tour de Vénus tous les 4 ou 5 jours. C'est l'une des choses que l'on ne comprend pas. Pourquoi, à la surface, le vent est faible et dans les airs, très haut, pourquoi il est très rapide. Vénus Express a révélé une surface au relief peu élevé, composée de vastes plaines d'aspect volcanique. On pense que la chaleur interne de la planète se libère grâce à des coulées de lave, car de nombreux volcans ont été répertoriés. Nous en savons très peu sur le noyau de Vénus. Si, comme pour la Terre, il y a un centre et un manteau, on ne sait pas encore si c'est le cas pour Vénus. La surface terrestre est constamment renouvelée par la tectonique des plaques. La surface de la Terre a à peu près un quart de l'âge de la surface de Vénus. Il n'y a pas de tectonique des plaques sur Vénus. Et une fois de plus, c'est une différence très intéressante entre les deux planètes que nous ne parvenons pas encore à comprendre. On se pose encore bien des questions sur la nature de la surface et sur l'atmosphère de cette planète, de quoi pimenter l'exploration et la découverte.
On découvre de nouvelles choses tous les jours. Par exemple, l'une des découvertes les plus intéressantes de Vénus Express est cet énorme vortex, un nuage géant à l'un des pôles de Vénus. D'une certaine manière, cela ressemble à un ouragan sur Terre, mais c'est un événement de longue date, il est là tout le temps. On ne comprend pas comment il se forme, pourquoi il est là et comment il va évoluer. Prévu pour une durée de 2 jours vénusiens, soit environ 500 jours terrestres, la fiabilité du satellite et la qualité des observations réalisées ont fait que la mission a été prolongée. Le moment venu, la sonde sera volontairement écrasée sur la planète après avoir rendu de bons et loyaux services. On en saura plus sur l'évolution de l'ensemble des planètes du système solaire, y compris la Terre, de leur formation à leur futur dans des millions d'années. Nous aurons une meilleure compréhension de la manière dont les planètes travaillent ensemble dans leur interaction avec le Soleil et leur évolution interne. Ce qui viendra ensuite est intéressant. Pour le moment, il n'est pas encore prévu d'envoyer d'autres sondes vers Vénus. Quand Vénus Express s'achèvera, en 2015 ou 2016, nous serons alors dans une période où nous ne pourrons plus observer et apprendre de Vénus. On espère que les grandes agences spatiales reprendront le flambeau et qu'il y aura une nouvelle mission dans quelques années. L'aventure va donc continuer, mais au fait, pourquoi cette quête infinie? Pourquoi ce désir de découverte? Les fourmis et les papillons, bien qu'ils soient magnifiques, ne se posent pas de questions sur leurs origines, sur l'univers, sur la formation des étoiles et des planètes. Nous nous posons toutes ces questions parce que nous sommes des êtres humains et c'est dans notre nature d'explorer en tant qu'être humain.